Bonjour à tous. Donc le sujet d'aujourd'hui, pour ma part, sera la masse du boson scalaire et du nucléon. Et en deuxième point, la fusion froide et chaude, les différences. Alors pourquoi comparer les masses du boson scalaire et du nucléon? Parce que tout simplement le boson scalaire ou le boson de Higgs donne leur masse aux particules. Et que le nucléon, qui est donc neutron, proton plus électron, est la seule particule stable que nous connaissions. Alors parlons d'abord de la masse du boson de Higgs. Le tableau 1 propose une représentation possible de la masse du boson de Higgs qui est décomposée en 1800 particules de 100 masses électroniques chacune, en alternance avec 1800 particules de 100 masses électroniques chacune, soit 1800 particules de masse totale, 180 000 masses électroniques à chaque fois. Lorsque 1800 particules sont matérialisées, les autres 1800 particules sont dématérialisées, d'où l'alternance. Voilà les 1800 particules. Ces 1800 particules sont décomposées en 18 fois 100 particules de 100 masses électroniques chacune. Ces particules sont liées à une série de particules filles de 100 masses électroniques chacune. Et les nombres de particules filles qui sont matérialisées à chaque fois sont 171, 171, 171, 171 et 153, voire tous les nombres 1. Et le nombre de particules filles qui sont dématérialisées est de 171 plus 3 fois 153, voire les chiffres 0. Ces deux séries de particules filles sont alternées. Ainsi, il y a 171 3 fois et 153 particules de 100 masses électroniques chacune qui sont matérialisées et dématérialisées, et 171 plus 3 fois 153 particules de 100 masses électroniques chacune qui sont dématérialisées et matérialisées. D'où une différence de 18 plus 18 particules, c'est-à-dire 18 alternant avec 18. Selon cette hypothèse, la masse du boson de Higgs est égale à 1800 plus 3 fois 171, plus 1 fois 153, 100 masses d'électrons fois 100 masses d'électrons, c'est-à-dire en fin de compte 126 GeV. Et 1800 plus 1 fois 171 plus 3 fois 153, soit 124,17 GeV, soit en moyenne 125,09 GeV. Il y a 18 particules qui alternent avec 18 autres particules. Ces 36 particules de masse constante 1800 masses électroniques constituent le tronc du neutron. Donc parlons maintenant de la masse du neutron. Sur les tableaux 2, il y a une représentation du processus d'acquisition de la masse du neutron qui est conforme à la masse du boson de Higgs. Pour le neutron, il y a 18 particules de 100 masses d'électrons chacune, en alternance avec 18 autres particules constituant le tronc du neutron. Ces particules génèrent des particules filles de la manière décrite dans les tableaux 2. Ce processus se déroule selon une progression géométrique de 1%. Donc nous avons ici 100 qui donne 1, 100 qui donne 1, 0, 1, donc 10 puissance 0, 10 puissance moins 2, etc., etc. Donc si l'on prend la dernière ligne du tableau concernant le boson de Higgs, ici, il y a 18 fois une particule et 18 fois 0 particule alignées donc de la manière suivante. Les 18 fois une particule sont converties en 1, 17, 136, 680 selon le processus de détail suivant. Donc, une donne une autre donne 17,
une autre va donner 16 plus 15 plus 14, c'est-à-dire 136 à la fin, etc., etc. Ces 18 fois une particule sont donc répartis de la manière suivante. Ces 18 fois une particule deviennent 18 fois 0 particules une fois dématérialisées et sont remplacées par les particules 18 fois 0 qui deviennent 18 fois 1. Donc la relation entre les masses du neutron, du proton et de l'électron sont les suivantes. Relation d'abord entre les masses du neutron et de l'électron, qui sont exprimées dans les tableaux 2 que nous venons de voir. La relation de masse entre le neutron et l'électron est exprimée dans le cadre de la présente hypothèse, évidemment, par la somme suivante divisée par 2. C'est-à-dire une masse de neutrons égale à 1800 plus 35,5 plus 3,13734 masses d'électrons. Grâce à cette expression, il est possible d'induire une relation mathématique simple entre les masses du neutron et du proton en introduisant une masse de 1,913 électrons. Suivant. La masse du neutron et du proton pourrait être exprimée comme suit en fonction de la masse de l'électron. Donc masse du neutron que nous venons de voir, 1800 plus 35,5 plus 3,13734 égale cette somme 1838, etc. Masse du proton, 1800 plus 35,5 plus 3,13 moins 1,913 sur 2 égale 1836, 11, 216 masses électroniques, c'est-à-dire en prenant 0,511 MeV comme valeur de la masse de l'électron, on obtient les masses respectives du neutron et du proton de 934,544 MeV et 938,253 MeV, valeurs qui sont compatibles avec les résultats expérimentaux. Dans l'hypothèse actuelle, donc, où le neutron serait composé d'une couche externe égale à 3,13, etc., masse électronique, la masse du proton pourrait donc être déduite de celle du neutron par intervention d'une masse de 1,913 électrons. Alors regardons aussi très brièvement la relation entre les moments magnétiques dipolaires du neutron et du proton. Cette masse de 1,913 électrons représente aussi la valeur de l'électromagnétisme du neutron, c'est-à-dire de son moment magnétique dipolaire. La valeur de 3,13734 électrons est reliée aux valeurs de l'électromagnétisme du neutron et du proton par la formule suivante. 3,5 fois 3,13734 égale 1,913, donc moment magnétique du neutron, plus 2,793 moment magnétique du proton, évidemment en valeur absolue. Voyons maintenant les masses d'autres particules. Masse de la particule Z0. La masse de la particule Z0 pourrait donc être expliquée aussi à l'aide des structures du boson de Higgs et du neutron. Nous voyons ici le calcul. Nous constatons que cette masse du Z0 est composée, d'après mon hypothèse, de 180 000 masses électroniques, moins 1800, moins 71, plus 333, voilà, ce qui fait un total de 91,194 GeV. Pour la masse du W, du boson W, nous avons un calcul comparable, donc 180 000 masses électroniques, plus 3600, c'est-à-dire 2 fois 1800, plus 7100, donc plus 1800 3 fois et plus 1700, moins 33 300, etc. Donc, vous voyez que les chiffres sont pratiquement les mêmes entre les deux bosons et que le calcul finalement nous amène à une masse du boson W de 80,43 GeV. Ces valeurs dépendent en fait de ce qui est mesuré par les appareils. En fait, ces deux bosons font partie du processus de massification du neutron, d'acquisition de la masse donc, sur la base du boson de Higgs, qui se produit très rapidement et en plusieurs étapes. Ainsi, la mesure dépend du moment de cette mesure
et de la sensibilité des appareils. Alors continuons avec la masse du quark charme. Donc ici aussi nous avons les mêmes valeurs, 1800 masses électroniques plus 4 fois 171. Pourquoi 4 fois? Le dernier n'est plus égal à 153 mais à 153 plus 18 parce que la masse du quark charme est liée à la masse du proton. Et le proton, évidemment, est légèrement différent du neutron. On arrive à donc avoir 18 masses électroniques de plus qui sont évidemment transformées à un moment donné. Alors poursuivons avec la masse d'autres particules, notamment celle du kaon. Donc afin d'illustrer ce phénomène de réduction de 100 à 1, observons la déclinaison des kaons. Les kaons neutres se présentent sous la forme suivante en masse d'électrons. 900 plus 2 fois 35,5 plus 3,13 734, ce qui représente 497,78 MeV. Par hypothèse, il y a donc création d'une masse de 1, disparition d'une masse de 100 par annihilation à l'aide d'une antimasse 100, d'où apparition de 1 par un décalage temporaire. J'explique ceci dans mon site web. Donc il y a massification, démassification, avec une apparente valeur de 1 qui reste par décalage temporel. On peut donc imaginer que 1800 devienne 18, ou plutôt, d'après les tableaux 2, puisque le nucléon s'exprime alternativement de manière dipolaire, 18 plus 18 et 18 plus 17, c'est-à-dire 35,5. La masse de 35,5 électrons serait donc la résultante de la transformation de 1800 divisé par 2, soit 900 masses d'électrons. En fait, la différence de masse entre le neutron et le kaon neutre serait de 900 moins 35,5. En effet, 900 plus 900, qui est égal à 35,5 dans le cas des kaons neutres, était plus 35,5 plus 3,1373 est égal à la masse du neutron, comme on l'a vu. Et la masse du kaon neutre est de 900 plus 2 fois 35,5 plus 3,13, etc., comme on vient de le voir. Ainsi, toutes les particules examinées dans cette partie ont des phases de transition vers le nucléon ou vers l'électron et sont liées au mécanisme d'appropriation de la masse que décrit le tableau 2 et en relation avec le mécanisme de dotation de masse du boson de Higgs. Grâce à ce mécanisme, c'est le tronc du neutron lui-même qui est le résultat d'un passage d'une masse m fois 100 à une masse m. Si la matière connue ne représentait qu'un centième de celle mise en œuvre et ensuite annihilée, la masse manquante ou masse sombre pourrait être étudiée dans ce cadre. Donc examinons les masses en mouvement dans le cadre du neutron. Selon les tableaux 2, les masses suivantes sont impliquées. Il s'agit des masses résultantes après le processus de massification-démassification. Exemple 18 qui est égal à 171 moins 153. Nous avons le tableau suivant. Et si on fait le calcul, nous constatons que la valeur de cette masse est égale à 0,53% pour une branche de l'ensemble du neutron. Comme les masses 18 fois 3 et 17 fois 1 représentent 3 fois 171 moins 153 et 1 fois 153 moins 136, voyons quelle masse est réellement impliquée. En fait, 171 au lieu de 18 et 153 au lieu de 17. Voyons le calcul pour 171, donc le calcul est le suivant. Nous avons ces chiffres 171, 969, etc. qui sont concernés. Le total des 4 branches est donc de 171 fois 3 plus 153, etc., etc. Si on fait le calcul, nous constatons que par branche, il y a une masse de 4,9% sur les 3600, c'est-à-dire sur l'ensemble du neutron. Ainsi, la masse totale impliquée dans le processus de massification-démassification du neutron est égale à 4,9% de la masse initiale de 2 fois 1800 masses électroniques.
La masse de 171 masses électroniques est également issue d'une plus grande quantité de masse. Pour atteindre 171, il y a eu une étape avant avec 153, 171-18 et 136, etc. Voilà, voici le tableau qui indique cela. Donc, pour atteindre les 171, il a fallu passer par 153, 136, 120, etc. Le total, c'est 969. Pareil pour les autres lignes et les autres colonnes. Le total des 4 branches est donc réparti comme suit, et nous avons le calcul qui donne ceci, c'est-à-dire 26,9% pour une branche. Cela représente la masse sombre mise en mouvement à l'intérieur du neutron. Par conséquent, l'énergie sombre devrait représenter 100%, moins 4,9% masse baryonique, moins 26,9% masse sombre égale 68,2% de la masse énergie. Venons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire l'énergie de liaison. Dans le cas de l'énergie de liaison, ce n'est pas seulement la masse de 3,1373 qui est mise en jeu, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi les 71 fois une masse électronique. Ceci est suggéré par le fait que l'énergie de liaison par nucléon est au maximum de 8,7 MeV, soit environ 17 masses électroniques, une masse correspondant à un pôle de la masse externe au tronc du neutron. Donc considérons d'abord les équivalences suivantes. La valeur de la masse du neutron est 1838, etc. et la valeur de masse du proton 1836, etc. comme nous venons de le voir. Si l'on déduit la valeur de base, c'est-à-dire 1800 masses d'électrons, il reste 38,63 et 36,11 masses d'électrons. On remarque que 38,63 divisé par 2 plus 36,11 est égal à 55,43, qui est une valeur possible de l'énergie de liaison de l'hélium 4. En effet, 55,43 fois 0,511 est égal à 28,325 MeV. Ceci concerne l'hélium 4, où l'énergie de liaison est mise en œuvre par des pôles entiers, comme on vient de le voir. L'énergie de liaison des noyaux tels que le deutérium est due à la mise en œuvre partielle de ces pôles, c'est-à-dire des lignes. Comme nous avons vu, il y a des lignes, il y a des colonnes, etc. Par exemple, l'énergie de liaison du deutérium peut être considérée comme un multiple de 38,63 divisé par 35,5, soit 1,088, moyenne de la valeur de la masse des lignes du neutron. En effet, 1,088 fois 0,511 est égal à 0,55, et 0,55 fois 4 est égal à 2,2246 MeV, c'est-à-dire l'énergie de liaison du deutérium. Le chiffre 4 indique qu'il existe une forme de quadrupôle, mais seulement entre 4 lignes et non 4 pôles complets. Venons-en maintenant à la structure interne de l'hélium 4. Le schéma suivant figure la transformation de 19,3 pôles d'un neutron, soit 38,63 divisé par 2, en un nouveau neutron, puis en proton pour arriver à la formation d'une particule alpha. Le processus se déroule 3 fois pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire une particule alpha composée de deux neutrons et 2 protons. En effet, 38,63 masses d'électronique se transforment en un nouveau neutron. Passage de 1 à 100 cette fois-ci. On passe plus de 100 à 1, mais de 1 à 100. On multiplie par 100 la valeur. Le neutron précédent se transforme alors en proton aussi. Le neutron perd un pôle qui se transforme en un nouveau neutron, etc., etc. En fin de compte, il y a une configuration égale à celle de droite du schéma avec une perte de 1 pôle de neutrons et 2 pôles de protons, soit 38,63 divisé par 2 plus 36,11 égale 55,43 ou 28,325 MeV. L'énergie de liaison de alpha est donc 18,453 MeV plus 19,744
MeV divisé par 2, soit 28,325. La particule est donc composée des nucléons suivants, proton, neutron, neutron, proton, mais la masse est diminuée de 1n et 2 petits p, qui composent la particule alpha. Tout se passe donc comme si la création de chaque particule alpha à partir de 2 neutrons et 2 protons avait généré une perte de masse de 1 petit n plus 2 petits p, soit 28,325 MeV. Alors un point important ici, pourquoi la particule alpha est-elle stable? Qu'en est-il de la barrière de Coulomb? On a vu au point précédent que la perte de masse de l'hélium 4 est égale à la masse du neutron moins 1800 masses d'électrons divisé par 2, plus la masse du proton moins 1800 masses d'électrons. En fait, l'un des deux neutrons a perdu la moitié de sa masse, située en dehors du tronc du neutron, mais les deux protons ont chacun perdu la moitié de leur masse, située en dehors du tronc du neutron. Ces deux protons sont en phase opposée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le même état quantique. Il est d'ailleurs de même pour les deux électrons qu'ils expulsent. En fait, ces deux protons se comportent comme un proton qui expulse ses électrons l'un après l'autre, de telle sorte que l'on n'en voit qu'un à la fois. Néanmoins, on voit deux électrons en même temps dans le cas de l'hélium 4, au lieu d'un seul dans le cas du proton ou du deutéron. Ceci est dû au processus itératif d'expulsion d'électrons. Dans le cas d'un proton, un électron est expulsé à la fois. Dans le cas de deux protons, l'électron du premier proton est expulsé, puis l'électron du deuxième est expulsé, puis le premier électron expulse son deuxième électron, etc. Le processus d'expulsion du premier électron n'est pas en phase avec le processus d'expulsion du second proton. Ils ne sont pas dans le même état quantique. C'est en fait l'explication de la différence d'état quantique. Il n'existe pas des électrons dans le même état quantique ou dans le même instant quantique, l'un étant matérialisé, vivant, l'autre dématérialisé, mort. Mais le processus continu, itératif d'expulsion des électrons donne l'impression qu'ils existent dans le temps. Alors que deviennent ces électrons? Ces électrons sont alors agglutinés avec leur antimasse d'électrons pour devenir l'antineutrino. Ceci est expliqué sur mon site web. Alors qu'en est-il des deux protons de l'hélium 3? L'hélium 3 est constitué d'un deutérium et d'un proton. Les deux protons de l'hélium 3 se comportent comme dans le cas de l'hélium 4. Il y a alternance d'expulsion des électrons dans le cadre d'états quantiques différents. L'énergie de liaison de l'hélium 3 est égale à 13,875 lignes, soit 17,75 plus 18 sur 2 moins 4. L'énergie de liaison du deutérium est égale à 4 lignes, comme on l'a vu. L'énergie de liaison positive du deutérium, qui fait partie de l'hélium 3, est donc opposée à celle du deutérium non lié au proton. Ainsi, il y a rematérialisation, c'est-à-dire gain de 4 lignes, comme l'indique le signe négatif. En outre, il y a alternance de perte de masse, 17,75 lignes pour le neutron et 18 lignes pour le proton. À ce stade, nous pouvons voir les relations entre les énergies de liaison du deutérium, du tritium, de l'hélium 3 et de l'hélium 4. Nous avons déjà vu que l'énergie du deutérium, NP, est égale à 2,2246 MeV. Pareil pour l'hélium 3, nous avons vu sa valeur. Celle de tritium est égale à ceci, elle est modifiée par rapport à celle de l'hélium 3. Et ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est celle de l'hélium 4, qui est égale à 50,875 lignes, c'est-à-dire à 28,295 MeV. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces 50,875 lignes contiennent les 17,75 lignes, les 4 lignes du deutérium, les 15,25 lignes du tritium et les 13,875 lignes de l'hélium 3.
En fait, l'hélium 4 contient toutes les, ou la particule alpha contient toutes les énergies de liaison des particules précédentes. Bien sûr, on remarque de légères différences de valeur, mais il n'y a pas lieu de s'y arrêter. On peut maintenant commencer l'étude de tous les autres noyaux. On verra que les liaisons de type alpha, deutérium, tritium et hélium 3 sont suffisantes pour expliquer l'énergie de liaison de tous les noyaux, ce qui plaide aussi pour la thèse de la prédominance de particules alpha. Alors, ici je donne donc deux exemples d'énergie de liaison calculée selon ma méthode. Oxygène 16, nous avons donc 4 particules alpha, 2 NP et 2 NN, voilà, et qui donne une valeur de 127,621 MEF. Remarque, 2 NP plus 2 NN est égal à 4A par convention. Et passons à l'oxygène 17. Nous voyons qu'une des liaisons A a été remplacée par une liaison NPP. Nous avons donc 4 valeurs alpha, 1,5 NP, 1,5 NN et 1 NPP, ce qui donne la valeur, donc cette valeur-ci, pour l'oxygène 17. Donc en conclusion, très rapidement, la structure du noyau. Il s'agit d'organiser le noyau atomique d'une manière similaire au modèle de structure nucléaire de Pauling avec certains clusters à l'intérieur du noyau. Et pour moi, les clusters sont NP, comme on l'a déjà vu, c'est-à-dire le deutérium, NNP, tritium, hélium 3 et une liaison dineutronique, NN, qui est déduite de la valeur de l'énergie de liaison de alpha. Ainsi, ces 4 plus la valeur alpha sont nécessaires et suffisantes pour déterminer l'énergie de liaison de tout noyau.